bonjour à tous, je me présente. Moi, c'est Félix Parent. Vous m'avez peut-être déjà vu dans d'autres rencontres. Je suis le chargé de projet pour ce qui est de la présentation, des présentations de webinaires subventionnés par l'APPUI pour les prochains ans. Donc, aujourd'hui, on accueille Georges L'Espérance qui vient nous parler d'aide médicale à mourir, puis peut-être des récents développements un peu aussi, mais aussi nous apprendre en général par rapport à l'aide médicale à mourir. Dr. L'Espérance, la parole est à vous. Merci beaucoup, M. Parent. J'espère que tout le monde m'entend bien. Oui, M. Parent, vous me le dites si ça ne fonctionne pas. Okay. Très bien, le son est bon. Parfait. Alors, bonjour tout le monde. Je suis très content de vous présenter ce soir un élément sur l'aide médicale à mourir, car comme vous le savez, ça se discute beaucoup ces jours-ci au Parlement et ailleurs. Quelques mots très brefs. Oups, excusez. Je suis donc, neurochirurgien de formation. Je suis maintenant retraité de la neurochirurgie, mais toujours actif comme médecin et comme médecin prestataire de l'aide médicale à mourir. J'ai fait essentiellement dans ma vie la traumatologie et de la neurochirurgie générale, donc les patients comateux, les patients qui ont des problèmes cérébraux, des hémorragies cérébrales, tous les gens qui ont des démences, etc., les gens qui ont des handicaps, parce que ça va venir, ça fait partie de ma vie professionnelle depuis 40 ans. Je suis professeur adjoint clinique à l'Université de Montréal avec une maîtrise en administration des services de santé et cofondateur d'un cours en médecine d'expertise. Un petit mot, si vous le permettez, pour une pensée pour tous nos frères et sœurs ukrainiens et rappeler surtout à tout le monde que nos démocraties sont fragiles et qu'il est très important d'aller voter. Les gens qui nous écoutent ce soir, ceux qui vous êtes là, vous êtes probablement d'un âge où on comprend qu'il c'est nécessaire d'aller voter. Mais si vous avez des enfants et des petits-enfants, dites-leur que c'est essentiel. Les démocraties sont fragiles et il ne faut jamais rien prendre pour acquis. La mission de l'association, dont je suis le président, est de faire reconnaître l'autonomie pour chaque personne majeure apte et ayant rédigé ses demandes médicales anticipées, d'avoir, lorsque sera venu le temps, une fin de vie conforme aux valeurs de dignité et de liberté qui l'ont toujours animée, et pour que soit respectée sa volonté personnelle d'avoir une aide médicale à mourir, qu'on va appeler dans tout le reste de la présentation AMM, quel que soit son état cognitif à ce moment. Une précision ici. Les demandes médicales anticipées, c'est ce dont nous allons parler avec les maladies neurodégénératives cognitives comme l'Alzheimer. Les directives médicales anticipées sont déjà en vigueur au Québec depuis la loi 2, depuis 2014, en vigueur depuis 2015, décembre 2015. Et probablement que plusieurs d'entre vous avaient déjà complété vos directives médicales anticipées. Si vous ne l'avez pas fait, téléphonez dès demain matin à la Régie d'assurance maladie et demandez vos directives médicales anticipées. C'est un formulaire qui va vous être envoyé à chacun de vous de façon spécifique. Il y a un code barre qui est spécifique à chaque personne. Vous pouvez aussi l'obtenir directement sur l'Internet. Il faut le compléter et l'adresser à la RAMQ. Qu'est-ce que ça donne? Si vous arrivez dans un état d'inconscience, dans une urgence, et que vous avez fait vos directives médicales anticipées, les médecins, le personnel soignant va savoir à ce moment-là que vous voulez être réanimé ou non, que vous voulez un respirateur ou non, etc., etc. Donc, c'est très important de faire vos directives médicales anticipées. Ceci étant dit, ce dont nous allons parler plus tard pour les questions d'Alzheimer, ce sont les demandes médicales anticipées. Alors, il ne faut pas mélanger les deux, même si malheureusement, c'est le même don. L'Association québécoise pour le droit de mourir dans la dignité a été fondée en 2007 par Mme Hélène Bolduc, infirmière, qui est encore parfaitement bien vivante et tout à fait active. Nous sommes 7 administrateurs bénévoles et nous avons depuis 3 ans une subvention du gouvernement du Québec qui nous a permis d'engager une directrice générale et nous avons la chance d'avoir un conseiller juridique bénévole aussi, pro bono, Maître Jean-François Leroux, qui a aidé Maître Martin dans Maître Ménard dans la cause de Gladue-Truchon en janvier 2019 au Québec. Donc, Maître Leroux est très, très, très bien au courant de toute la question des soins de fin de vie et de l'aide médicale à mourir. Nous fonctionnons uniquement avec des dons et de cotisations. Depuis août 2020, nous avons une subvention du gouvernement du Québec. Nous sommes actuellement en processus pour se faire reconnaître comme organisme de charité, pouvant donc donner des reçus d'impôts.
Il n'y a aucun frais pour les conférences ou autres services tels que ce soir. Par contre, je demande à toutes les associations de donner un don, de faire un don en fonction de leurs moyens à l'association, bien sûr. Que fait l'association pour ceux qui s'intéressent d'être membres? Du travail auprès des parlementaires et du gouvernement fédéral et provincial. À titre d'exemple, il y a 3 ou 4 mois, j'ai été invité à une commission mixte au fédéral et hier, j'étais aussi invité à la commission provinciale, à la commission parlementaire sur l'étude du projet de loi 11. Donc, c'est ça que nous faisons avec des entrevues, des mémoires, etc. Nous faisons évidemment beaucoup d'informations auprès de nos membres, mais aussi auprès du grand public sur notre site Web. Nous effectuons de la mobilisation publique et la prise de parole médiatique pour alerter l'opinion et les décideurs. Et enfin, de l'accompagnement par de l'information aux familles et de la pédagogie auprès du grand public. C'est moi qui prends tous les appels de l'association depuis maintenant plus de 4 ans d'ailleurs, directement à mon téléphone. Alors, si vous appelez, c'est moi qui vais vous répondre. J'ai en général 2 à 3 téléphones par jour. Je cherche un autre collègue pour me donner un petit coup de main. Nous avons depuis 1 an maintenant ce qu'on appelle des collectifs. Alors, la Ville de Québec, sous l'instauration d'un groupe qui est dirigé ou co-porte-parole par Mme Lisette Paradis depuis avril 2022 et la même chose au Bas-Saint-Laurent depuis novembre 2022. Que font les collectifs? Dans toute leur région, les collectifs s'organisent pour avoir des gens et être, si vous voulez, en lien avec nous, avec l'association, pour faire de la sollicitation dans les régions, pour organiser des conférences, etc. Et aussi s'organiser même entre eux pour faire des conférences, par exemple, ou des réunions avec soit des gens comme vous, par exemple, à l'AQDR, ou d'autres types de regroupements dans les régions. De quoi allons-nous parler dans les prochaines minutes? Un historique et la situation actuelle de l'aide médicale à mourir. On va surtout parler d'avenir et je vais prendre vos questions, bien sûr, et tenter d'y répondre. Pourquoi l'aide médicale à mourir? C'est le respect du principe d'autonomie de la personne. Je vais juste descendre ici, si vous le voulez. Me donner une petite minute, je vais descendre le bandeau. Voilà. Et pourquoi donc l'aide médicale à mourir? Oups, voilà. Le respect du principe d'autonomie de la personne. Ce sont les 2 grands piliers de l'association et de l'aide médicale à mourir surtout. Les respects du principe de dignité et de liberté de choix. Ceux d'entre vous qui sont plus âgés, qui avaient connu une autre époque, vous saviez très bien que lorsque le médecin disait quelque chose, tout le monde se taisait puis on écoutait le médecin. Puis au-dessus du médecin, il y avait le curé. Alors si le curé disait « Madame ou Monsieur, vous devez faire ci ou vous devez faire ça », tout le monde écoutait. Mais vous savez, tout cela a changé autour des années 60-70. Depuis les années 80, en particulier en santé, c'est le respect du principe d'autonomie de la personne qui justifie tous nos actes et qui justifie aussi une partie du code criminel, etc. De même que le respect du principe de dignité et de liberté de choix. C'est très important, l'item de liberté de choix dans la question de l'aide médicale à mourir. Quelles sont les données que nous avons actuellement? Les données viennent de la Commission des soins de fin de vie du Québec pour l'année du 1er avril 2021 au 31 mars 2022. Les données pour 2022-2023 devraient sortir à quelque part au niveau au mois de septembre. Mais en 2021-2022, 5% des patients décédés au Québec l'ont été par aide médicale à mourir et une immense majorité de la population est favorable à l'aide médicale à mourir. Tous les sondages depuis au moins 4-5 ans, sinon plus, donnent un appui à l'aide médicale à mourir d'au moins 85% dans la population générale, ce qui est énorme. J'ai un petit mot tout de suite ici, pendant que j'y pense. Sur les certificats de décès, dans les dossiers, les certificats d'assurance, ce n'est jamais écrit que le patient est décédé par aide médicale à mourir, mais c'est la cause du décès, la maladie qui est inscrite. Par exemple, si vous avez un cancer, ça ne sera pas écrit aide médicale à mourir, ça va être écrit cancer de l'œsophage ou du pancréas, etc., etc. Donc, nulle part, sauf dans la note médicale du médecin, en date d'aujourd'hui à 15 heures, j'ai fait l'aide médicale à mourir de monsieur ou madame et donc tout s'est bien passé. C'est la seule note où c'est indiqué qu'il y a une aide médicale à mourir. Un autre petit mot pendant que j'y pense, parce que souvent ces questions-là, est-ce qu'une personne peut se faire refuser ses bénéfices d'assurance parce qu'elle a eu l'aide médicale à mourir? Absolument pas, et c'est même dans la loi du Québec et dans le code criminel aussi.
nul ne peut être empêché d'avoir ses bénéfices d'assurance, de rente ou de tout ce que vous voudrez en raison d'une aide médicale à mourir. Ce n'est donc pas du tout un suicide, c'est une aide médicale à mourir. Donc, et jusqu'à maintenant, depuis 2015 au Québec, depuis 2016 au fédéral, au Canada, au grand complet, il n'y a eu aucune récrimination de ce type-là. Donc, pour ceux qui demandent l'aide médicale à mourir ou pour ceux qui ont des parents qui ont demandé l'aide médicale à mourir, de la parenté, des proches, ne vous inquiétez pas, il n'y a aucune limitation sur les assurances. Qu'est-ce que ça nous donne en graphique? L'aide médicale à mourir, bien sûr, en 2015-2016, il y en avait très peu parce que la loi venait juste d'être adoptée et on voit une progression continue jusqu'en 2021-2022. Une petite modification ici en 2020-2021 parce que la loi a changé au niveau fédéral. On va y revenir dans quelques instants. Vous voyez qu'en 2021-2022, il y a 3663. Au Québec, globalement, il y a 65 000 décès par année. On exclut la COVID dans tous ces calculs-là. Dans les années suivantes, il va falloir faire quelques corrections. Mais globalement, nous sommes donc à 5% des décès qui sont par aide médicale à mourir. Cette année, en 2022-2023, on devrait approcher le 7%. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, tous ces chiffres-là? 3600 personnes ont reçu l'aide médicale à mourir. C'est 60 ans et plus dans 93% des cas. Alors, ce ne sont pas des jeunes, mais contrairement à ce que des opposants disaient, qui vont avoir de l'aide médicale à mourir. Vous allez faire mourir des jeunes. Absolument pas. C'est essentiellement des gens de 60 ans et plus, atteints de cancer dans 66% des cas, avec un pronostic de survie de 1 an ou moins, et qui présentaient à la fois des souffrances physiques ou psychiques irrémédiables. Un petit mot ici sur le pronostic de survie. Encore une fois, les opposants à l'aide médicale à mourir disent encore, malheureusement, que l'aide médicale à mourir fait mourir des gens qui ont des pronostics de survie de longue date. Ça abrège des vies. Tout ça est faux. Le pronostic de survie est d'1 an ou moins. Et il y a d'autres graphiques qui vous montreraient, d'autres tableaux qui montreraient que essentiellement, la majorité, c'est dans un pronostic de survie de 3 mois ou moins. Ça nous indique quoi? Ça nous indique que les gens veulent vivre. Vous le savez, vous êtes là, vous voulez vivre, même si vous avez des handicaps, même si vous avez des maladies. Mais les gens veulent vivre et lorsqu'ils sont rendus à demander l'aide médicale à mourir, c'est parce qu'ils sont rendus à une extrémité et ils ne veulent plus endurer les malaises, les douleurs, les souffrances qu'ils ou elles ont. Où est-ce que ça se passe, l'aide médicale à mourir? 54% en centre hospitalier, à domicile 33%, en CHSLD 8% et en maison de soins palliatifs 5%. Au début, la majorité des maisons de soins palliatifs ne voulaient pas donner l'aide médicale à mourir, sauf à Shawinigan. La maison Aline Chrétien a été fondée en 2016 et elle a admis tout de suite, elle a accepté tout de suite de fournir de l'aide médicale à mourir. En fonction de vos régions, par exemple, vous êtes de la région de Québec, la maison Michel Sarrazin vient seulement cette année, en 2022, pour être valide en 2023, d'accepter l'aide médicale à mourir. Maintenant, il y a plus de la moitié des maisons de soins palliatifs qui acceptent des patients qui demandent l'aide médicale à mourir et qui le font dans leur mur. Dans le projet de loi 11 actuellement, il y a une mention là-dessus. Le projet de loi 11, à notre demande, à la demande des médecins, à la demande de plusieurs familles, à la demande des patients, des citoyens, le projet de loi 11 va obliger les maisons de soins palliatifs à offrir l'aide médicale à mourir et ce n'est que justice. L'aide médicale à mourir est administrée en moyenne 26 jours après la demande. Alors, vous voyez que c'est très court. Donc, le patient décide qu'il demande l'aide médicale à mourir. Il fait sa demande, il signe sa demande et l'aide médicale à mourir est administrée 26 jours en moyenne. C'est quand même très, très peu. Donc, les gens sont rendus au bout de leur cheminement. C'est ça que ça veut dire. Près des 2/3 des demandes d'aide médicale à mourir ont été administrées. Parmi les demandes qui n'ont pas été administrées, 34%, c'est parce que les patients sont décédés avant la fin de l'évaluation ou avant l'administration. Ça nous est tous arrivé d'avoir un patient qui décède avant la date qui était prévue ou qu'il avait demandé, ou alors les patients ne répondaient plus aux critères d'admissibilité, en particulier au niveau de l'aptitude. On va y revenir. Au Canada, en 2021, le seul rapport que nous avons, c'est de juillet 2022. Pour l'année 2021, 3% de tous les décès sont secondaires à l'aide médicale à mourir. L'âge moyen est un peu plus vieux, 76 ans. Le cancer, même chose, 65%, etc. Et on voit que les troubles neurologiques
accapare en 2021 12% des cas, même si depuis mars 2021, la loi a changé. On va voir dans quelques instants pourquoi. Donc, quel est l'historique des lois d'aide médicale à mourir? Il faut bien comprendre ces éléments-là pour savoir où nous en sommes maintenant avec le projet de loi 11. Le Code criminel, comme plusieurs d'entre vous le savent certainement, relève du fédéral, et c'est mis ici en haut, et la santé, c'est du domaine provincial, des compétences provinciales. Le 10 juin 2014, la loi 2 du Québec est votée, mise en vigueur au 15 décembre 2015. Entre-temps, et là, il n'y avait aucune loi au Canada. Il y avait le Code criminel, par contre, qui interdisait toute aide médicale à mourir. Le 6 février 2015 apparaît la décision de la Cour suprême qui a tout chamboulé. À l'unanimité, la Cour suprême a dit que le Code criminel qui interdisait l'aide médicale à mourir, sous certaines conditions, était non constitutionnel. Et la Cour suprême a dit au gouvernement fédéral de modifier le Code criminel, ce qui a été fait par le projet de loi C-14 au 17 juin 2016. Nous avons fonctionné comme cela avec 2 lois au Québec et au fédéral, 2 lois qui s'appliquent au Québec, bien sûr, avec le Code criminel, jusqu'au 11 septembre 2019, le jugement Gladu-Truchon de la juge Beaudoin, j'y reviens dans un instant, qui a modifié les critères de fin de vie pour demander, le Québec, lui, s'est plié à cette exigence-là, et le fédéral a adopté, un nouveau projet de loi, le projet de loi C7, qui a modifié le Code criminel encore. Depuis le 17 mars 2021, nous fonctionnons donc sous ce régime. Alors, en résumé, la loi 2 au Québec est en vigueur en décembre 2015 avec 6 critères, dont le critère que le patient doit être en fin de vie. Rappelez-vous qu'à ce moment-là, le Code criminel interdisait encore toute aide médicale à mourir. La Cour suprême, le 6 février 2015, alors que la loi du Québec a été adoptée mais n'est pas encore en vigueur, la Cour suprême indique le 6 février 2015, à l'unanimité, que l'aide médicale à mourir, selon certains critères, devrait être acceptée. Ce n'est plus criminel d'aider quelqu'un à mourir avec des critères bien précis. Ce qui est important de comprendre pour la suite des choses, c'est que la Cour criminelle n'a jamais donné de délai. La Cour suprême, excusez-moi, la Cour suprême n'a jamais dit vous devez être en fin de vie ou vous devez être à 1 an ou moins de votre fin de vie. La Cour suprême n'a jamais donné de liste de maladies. La Cour suprême n'a jamais dit que les pathologies de santé mentale ne devraient pas être admissibles. La Cour suprême n'a donné aucune liste de maladies. Ça, c'est important à comprendre pour la suite des choses. Donc, le fédéral modifie la loi, modifie le Code criminel, l'article 241 pour ceux d'entre vous qui connaissent ça, et la loi fédérale indique la question de la mort naturelle raisonnablement prévisible. Donc, au Québec, nous avions le critère, il fallait que le patient soit en fin de vie, et le fédéral, dans tout le reste du Canada, indique que pour avoir l'aide médicale à mourir, le patient doit avoir une mort naturelle raisonnablement prévisible. Ça, pour les médecins, ça ne veut absolument rien dire. C'est pour les juristes peut-être, mais pour les médecins, ça ne veut rien dire. Parce que la mort naturelle raisonnablement prévisible, figurez-vous donc, que ça commence à la naissance. Et je l'ai dit à la Chambre des communes, ils n'ont pas trop aimé ma réflexion, mais c'est tout de même ça. Et aucun médecin n'est capable de prévoir quand un patient va mourir. Est-ce que c'est dans 6 mois, 8 mois, 10 mois? On a une idée statistique, mais pour tel ou tel patient, on ne le sait pas, à moins que le patient soit en train d'agoniser. La loi fédérale a aussi repris les termes de la Cour suprême en disant qu'un patient devrait souffrir d'une maladie, d'un handicap ou d'une affection. En français, le terme affection, c'est pas employé, mais surtout une maladie ou un handicap. Et ça va revenir pour la suite des choses dans l'avenir. Mais retenez ça, c'est que la loi fédérale parle, comme la Cour suprême, de maladie ou de handicap. Donc, nous avons fonctionné au Québec et dans le reste du Canada pendant 4 ans selon ce régime. Arrive la décision de la cause Gladu-Truchon, la décision de la juge Beaudoin en septembre 2019. Et la juge Beaudoin a écouté tous les procureurs du fédéral. Ils étaient 4 procureurs avec une vingtaine de témoins contre Maître Ménard et Maître Leroux, 2 avocats et quelques témoins, dont les 2 patients, Mme Gladu et M. Truchon. Et la juge Beaudoin, dans un jugement extrêmement étoffé, a indiqué que le critère de fin de vie qui avait été mis en place au Québec
était inconstitutionnel, de même que le critère de mort naturelle raisonnablement prévisible du fédéral. Pourquoi est-ce qu'ils sont inconstitutionnels? Parce que nulle part la Cour suprême n'a mentionné ces deux critères-là, et cela ne correspond pas non plus aux articles 1 et 7 de la Charte des droits et libertés. Je n'insisterai pas ici, mais c'est la raison principale. Donc, en septembre 2019, le Québec aurait pu aller en appel de cette décision-là. Il avait 6 mois. Le Québec ne s'est pas opposé à cette décision, ce qui fait que le critère de fin de vie n'est plus valide depuis le 11 mars 2020 au Québec. Ça fait maintenant 3 ans. Si certains d'entre vous, comme j'ai encore des téléphones malheureusement, m'appellent et se sont fait dire, certains d'entre vous, leurs parents se sont fait dire qu'ils ne pouvaient pas avoir l'aide médicale à mourir parce qu'ils étaient en fin de vie, c'est faux. C'est faux depuis 3 ans maintenant et malheureusement, c'est pas encore tous les médecins et encore moins les autres soignants qui le savent. Et la loi fédérale a été changée en mars 2021. Le Code criminel a été modifié, c'est ce qu'on a appelé le projet de loi C7, pour aussi enlever le critère de mort naturelle raisonnablement prévisible et aussi un délai de 10 jours qui était auparavant nécessaire entre le moment où le patient demandait son aide médicale à mourir et le moment où on pouvait lui donner. 10 jours où, vous pouvez très bien comprendre, le patient souffrait, endurait ses souffrances, ne prenait pas sa médication contre la douleur parce qu'il devait rester apte à décider qu'il voulait l'aide médicale à mourir jusqu'à la fin. Et surtout, la loi fédérale, étant donné que le critère de mort naturelle raisonnablement prévisible ne tenait plus, les problèmes de santé mentale devenaient admissibles à l'aide médicale à mourir. C'est pourquoi le fédéral a indiqué que les problèmes de santé mentale seuls ne sont pas admissibles jusqu'au 17 mars 2023. Ça, c'est dans 2 jours. Vous avez certainement entendu parler que le ministre Lametti a prolongé cette exclusion-là jusqu'en mars 2024. On va y revenir dans quelques instants. Quels sont les critères actuels au 1er mars 2023? Je m'excuse, j'aurais dû écrire le 15 mars, je me suis un petit peu trompé. La loi, ici, la loi du Québec, la Cour suprême et le fédéral. Le patient doit être assuré dans son assurance maladie de sa province. Pourquoi? Pour éviter le magasinage ou le tourisme médical de gens qui pourraient venir ailleurs pour demander l'aide médicale à mourir. Le patient doit être majeur et apte. Majeur, c'est 18 ans et plus. Apte, ça veut dire être conscient de ce qu'il demande. C'est pourquoi les patients qui actuellement ont une maladie dégénérative telle que l'Alzheimer ne peuvent demander l'aide médicale à mourir s'ils sont devenus inaptes, s'ils sont déments. Donc, ils ne peuvent pas obtenir l'aide médicale à mourir. C'est vrai aussi pour un patient qui serait comateux suite à un accident, un patient qui a un accident vasculaire cérébral très important. Il faut souffrir d'une maladie grave et incurable. Certains opposants nous disaient, vous allez avoir une personne qui va être déprimée et puis qui va vouloir demander l'aide médicale à mourir. Nous savons tous très bien que si une personne de 21 ans vient voir un médecin pour dire qu'il est très déprimé parce que sa blonde l'a laissé, que c'est pas une maladie grave, c'est certainement pas incurable. Nous savons tous ça maintenant à nos âges. C'est vrai pour toutes les autres maladies. Donc, ça prend une maladie grave et incurable. Si vous avez un ongle incarné, ne riez pas. J'ai eu un patient qui s'est plaint à moi que son médecin lui refusait l'aide médicale à mourir. Il voulait que je fasse quelque chose. Il y avait un ongle incarné douloureux. Il voulait l'aide médicale à mourir. Je peux vous dire que c'est pas acceptable. Le patient doit présenter un déclin irréversible de sa situation. Pas irréversible selon ce que le docteur pense, irréversible selon ce que le patient ressent. Par exemple, vous avez de la difficulté à marcher, vous avez de plus en plus de difficultés à marcher, vous êtes plus capable d'aller faire votre épicerie seul, ça vous prend un déambulateur. Pour vous, c'est un déclin irréversible par rapport à, disons, à 2 ans avant. C'est un déclin irréversible. Une maladie grave incurable, je reviens juste un petit peu là-dessus, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de traitement. Par exemple, un patient qui a une insuffisance rénale, qui est en dialyse, tant qu'il est en dialyse, sa maladie, elle est grave, il est en insuffisance rénale, mais il peut avoir des traitements. Si ce patient-là décide qu'il ne veut plus de dialyse, sa maladie est non seulement grave, mais elle devient incurable. C'est sa décision. On revient toujours au même principe, le principe d'autonomie et le principe du respect de la dignité. Même chose pour un cancer. Un patient, ouais, mais monsieur, madame, votre cancer, on pourrait faire de la radio, de la chimio. Non, je n'en veux pas. Donc, la maladie devient incurable et c'est le choix du patient. Le patient doit présenter des souffrances physiques ou psychologiques ou existentielles, pas l'ensemble des 3, doit présenter ce type de souffrance-là. Et enfin, les souffrances doivent être intolérables selon le patient. Toujours la même chose, intolérable selon le patient.
souffrance physique ou existentielle selon le patient, déclin irréversible selon le patient, maladie grave incurable selon le patient, et non pas selon le médecin, les voisins, les enfants, le curé, l'imam ou le rabbin. Non, ce sont des maladies, c'est le patient qui décide lui-même de son évolution. Et enfin, comme on l'a dit, les critères de fin de vie et de mort naturelle raisonnablement prévisible n'existent plus. Une différence au fédéral avec le Québec, on a parlé du handicap, maladie et handicap, alors qu'au Québec, c'est seulement maladie. Mais la loi fédérale en 2016 avait introduit l'administration directe, l'aide médicale à mourir, par un médecin ou une infirmière praticienne, surtout en raison des régions éloignées ou régions éloignées où il n'y a pas de médecin. Et aussi que le suicide assisté est permis au Canada, c'est-à-dire que le médecin ou l'infirmière donne la prescription au patient, surtout du pentobarbital, que le patient pourra prendre lui-même. Au Québec, nous n'avons pas le suicide assisté. Il n'est pas question d'avoir le suicide assisté non plus dans le projet de loi 11 actuellement à l'étude. La majorité des médecins, nous y sommes plutôt opposés. Par ailleurs, l'infirmière praticienne, c'est tout à fait autre chose. Nous sommes extrêmement favorables. Le Collège des médecins est favorable à ça. Dans le projet de loi 11, c'est indiqué que nous voulons avoir des infirmières praticiennes qui font l'évaluation des patients et l'administration. Pour vous donner un ordre de grandeur, dans le Canada, hors Québec bien sûr, environ 8 à 10 % des aides médicales à mourir, selon les dernières données, sont faites par une infirmière ou un infirmier praticien, ce qu'on appelle des IPS, mais ça se compte sur les doigts d'une main, les suicides assistés. Je vous donne une seule raison. Admettons que vous donnez la médication à un patient qu'il doit le prendre chez lui, dans son jus d'orange, vous met du liquide, met son pentobarbital. Si c'est un patient parkinsonien ou qui a des tremblements, puis qui met la moitié de son jus d'orange à côté, il n'y aura pas la dose nécessaire pour avoir un suicide assisté correct. Et la famille ou le médecin va être pris avec un patient qui n'a pas eu son aide médicale à mourir, qui va être parfois pire, dans un coma profond, mais qui ne sera pas décédé. Donc, c'est pas une très, très bonne idée, d'après nous, d'après moi en tout cas, puis d'après une bonne majorité de mes collègues. Alors, où en sommes-nous en mars 2023? Avec la loi fédérale qui a été modifiée, je vous l'ai dit tout à l'heure, le critère de fin de vie n'existe plus au Québec et le critère de mort naturelle raisonnablement prévisible n'existe plus. Par contre, le fédéral a dit, si vous avez un patient, vous devez le classer selon deux catégories, soit que sa mort naturelle est raisonnablement prévisible, à court ou à moyen terme, sans donner de délai. Ça peut être 1 an, 1 an et demi, 2 ans, 3 ans. Les médecins canadiens hors Québec qui sont habitués de travailler avec ce régime-là depuis plusieurs années disent ceci. Si vous n'êtes pas certain si votre patient est dans cette catégorie-là ou dans la deuxième, demandez-vous si vous seriez surpris d'apprendre que votre patient est décédé dans les 2 ans qui viennent. Si vous dites que vous ne seriez pas surpris, ben c'est parce qu'il est dans la catégorie de mort naturelle raisonnablement prévisible. Et l'autre catégorie. Des exemples de maladies, cancer, insuffisance cardiaque ou pulmonaire avancée. Dans la deuxième catégorie, on pourrait rentrer la sclérose en plaques, la polyarthrite rhumatoïde sévère. Ces maladies-là ne feront pas mourir le patient à moyen terme ou dans un délai quand même de 4, 5, 6, 7 ans, on ne le sait pas. Par contre, ça va y amener des souffrances importantes. Donc ça, c'est de la catégorie des morts naturelles non raisonnablement prévisibles. Dans la première catégorie, il n'y a aucun délai. Vous avez un cancer, vous demandez l'aide médicale à mourir aujourd'hui, vous pouvez l'obtenir à partir de demain. Dans la deuxième catégorie, il y a un délai de 90 jours qui a été mis là par les législateurs puis par les avocats du fédéral. Nous, comme médecins, bon, on vit avec ça parce que c'est une mort naturelle non raisonnablement prévisible, mais ça ne fait pas beaucoup de sens. Comme m'avait déjà dit un patient qui a maintenant eu son aide médicale à mourir, qui avait une sclérose en plaques. Écoutez, docteur, ça fait 15 ans que je vis avec ma maladie. Ça fait 1 an que j'ai demandé que je pense à l'aide médicale à mourir. C'est pas 90 jours de plus qui vont me faire changer d'idée. Sans quoi il avait parfaitement raison. Tous les autres critères sont obligatoires dans les deux catégories. Donc, on répète, un déclin avancé irréversible, une maladie grave et incurable, des souffrances physiques ou psychiques, et enfin, une situation intolérable selon le patient. Alors, quelle est la démarche que vous, mais surtout vos proches qui envisagez l'aide médicale à mourir devez faire? Le patient doit signer sa demande avec soit un médecin. Ce n'est absolument pas nécessaire que ce soit le médecin traitant. J'ai je ne sais combien d'appels régulièrement de patients qui me disent « mon médecin veut rien savoir, puis il veut pas signer ça ». Mais c'est pas grave, ça n'a pas besoin d'être votre médecin traitant. Ça peut être un autre médecin, ça peut être une infirmière, un travailleur social.
tout professionnel de la santé peut signer la demande d'aide médicale à mourir. Par la suite, le professionnel a l'obligation déontologique et légale de faire suivre la demande vers le CIUS ou le CIS. Dans la région de Québec, c'est le CIUS de la capitale qui comprend 4 ou 5 hôpitaux. Et les autres hôpitaux, ils doivent s'adresser au CIS de la capitale. Mais la demande va toujours au même endroit, soit à la direction des services professionnels, soit au groupe interdisciplinaire de soutien. Et à partir de là, il y a un médecin évaluateur qui va aller voir le demandeur et qui va faire son rapport. Le patient est admissible ou non? Et si oui, dans quelle voie est-il? La mort naturelle des endommagements visibles ou la deuxième voie? Et c'est le premier médecin, qui est le médecin évaluateur, c'est lui qui va donner le soin. Alors, si aujourd'hui j'ai une demande, que je vais moi-même voir le patient parce que je fais de l'aide médicale à mourir, j'évalue le patient complètement et c'est moi qui va procéder aux soins lorsque le patient aura décidé. Un deuxième médecin doit voir le patient ou même le dossier. Il n'est pas obligé de voir le patient. Par exemple, si c'est un cancer du pancréas avancé, que moi j'ai vu le patient, je l'ai rencontré, mon collègue ne sera pas obligé d'aller déranger le patient. Il peut regarder le dossier, faire un coup de fil au patient ou même un FaceTime si on est dans une autre région, par exemple, n'importe quoi, s'il y a une tempête de neige, si le patient est trop loin, etc., il peut très bien faire ça par FaceTime, par téléphone et sur le dossier. Nous avons accès au dossier des patients lorsqu'on fait de l'aide médicale à mourir. Donc, il n'y a pas de problème. Et le deuxième médecin fait simplement compléter un formulaire qui dit qu'il rencontre, le patient rencontre les critères. Par la suite, tout le reste appartient au demandeur. Tout le reste. Le patient décide de sa date. Bien entendu, il faut que le médecin soit libre à cette date-là. Si un patient dit moi, docteur, ça va être vendredi après-midi à 13h, puis que le vendredi après-midi, le médecin est de garde à l'urgence, ça ne pourra pas être là. Si le patient dit j'aimerais ça que ce soit le dimanche, moi, j'ai aucun problème pour y aller le dimanche. Peut-être que des collègues veulent passer leur dimanche en famille. Donc, ça s'arrange avec, c'est un échange avec le patient. Mais c'est le patient qui choisit sa date. C'est le patient qui choisit l'endroit, à l'hôpital ou à domicile. C'est le patient qui choisit avec qui il va être, sa famille ou tout seul. J'ai un patient qui dernièrement m'a dit que lui, il veut absolument personne autour de lui. Il veut que ce soit à l'hôpital, lui et moi, tout simplement. C'est son choix, le plus strict. En autant que le patient conserve son aptitude jusqu'à la fin. Il y a une petite modification maintenant, je pourrais entrer plus loin dans les détails si vous le voulez. Le formulaire, il est très simple, c'est une page. Vous pouvez le trouver sur notre site très facilement. En haut, c'est marqué « Je demande au docteur » avec une grande barre. Si c'est le médecin, une infirmière, un ergothérapeute qui signe le formulaire, vous n'avez pas besoin de mettre de nom de médecin. Si c'est moi qui vais évaluer le patient et qui signe le formulaire, je vais mettre mon nom, etc. Par ailleurs, là ici, c'est un professionnel de la santé qui va signer son nom, son numéro de professionnel, son permis d'exercice, et il a besoin d'un seul témoin. J'ai encore vu malheureusement des soignants qui disent « il faut que vous ayez 2 témoins ». Non, ça n'existe plus depuis mars 2021, les 2 témoins. Un seul témoin suffit. Auparavant, il y avait toutes sortes de restrictions pour le témoin. La seule restriction maintenant, c'est que la personne ne doit pas savoir qu'elle a des bénéfices au testamentaire. Et moi, je vais vous dire, là, puis je m'adresse à vous aussi, chaque fois que je donne une conférence, je dis, écoutez, si vous avez votre vieux chalet dans le fond des bois, ou non, un vieux canot à donner, c'est votre seul héritage, votre fils ou fille ou nièce ou neveu ou votre témoin qui reçoit le testament, qui est le bénéficiaire du testament, c'est le mot que je cherchais, peut très bien signer. Si vous avez 8 à 10 millions en banque et que c'est lui-même qui est le bénéficiaire, là, vous êtes mieux d'avoir un témoin plus indépendant. Je pense que tout le monde comprend ça facilement. Je rappelle à tous que l'objection de conscience existe pour le soin et l'évaluation. Même si un médecin vous dit que lui, il n'en fait pas, il y a une objection de conscience ou n'importe quel autre travailleur, ça existe pour donner le soin et l'évaluation, mais ça n'existe pas pour transférer la demande. Il y a une obligation déontologique de transférer la demande à la direction des services professionnels ou au CIUS ou au CIS. C'est le droit de chacun des citoyens de demander d'être évalué pour l'aide médicale à mourir. Par exemple, aujourd'hui, un de vous pourrait dire, moi, je vais demander, voir si je peux y avoir droit. Peut-être, vous avez le droit de le demander, mais le médecin va vous appeler, médecin évaluateur, il va vous dire, avez-vous des maladies? Vous allez dire du non.
mais ça m'est déjà arrivé, ne riez pas, ça m'est déjà arrivé. Le patient dit, non, mais je veux prévoir. Ben non, ça fonctionne pas de même. On peut pas prévoir ça. Il faut avoir une maladie grave et incurable. C'est un droit d'obtenir l'aide médicale à mourir. Oups, pardon, excusez-moi. L'aide médicale à mourir seulement si vous répondez aux critères médicaux et légaux. Et enfin, le témoin peut être un membre de l'équipe soignante, on l'a dit. J'ai été rendu ici, excusez-moi, je me répète. Toute personne du réseau de la santé qui fait partie d'un ordre professionnel a le devoir de signer la demande d'aide médicale à mourir et de la transmettre aux autorités. Oups. Alors, pour l'avenir, de quoi on discute maintenant, tant au fédéral qu'au Québec? Les mineurs matures, les mineurs de 12 à 18 ans. Actuellement, il faut être âgé de 18 ans pour demander l'aide médicale à mourir. Nous tous, les médecins, nous sommes à peu près tous complètement d'accord, sauf peut-être quelques-uns, de faire en sorte que les critères soient mis en place pour donner accès à l'aide médicale à mourir aux mineurs de 12 ans à 18 ans qui rencontrent les autres critères. Avec une limitation, une nuance, c'est que les patients devraient avoir une maladie qui les amène dans une mort naturelle raisonnablement prévisible. Donc, ça élimine immédiatement toutes les problématiques de santé mentale, bien sûr. Mais pourquoi? Ben, malheureusement, ou heureusement plutôt devrais-je dire, les mineurs matures ont des pathologies graves, des cancers qui sont extrêmement rares. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Là, je parle pas de leucémie qui se guérit très bien maintenant, mais par exemple des sarcomes avec des amputations. Et ces jeunes mineurs passent une partie de leur vie à l'hôpital avec des chirurgies, de la chimiothérapie, de la radiothérapie, des amputations, et à un moment donné, la maladie prend le dessus et ils ont des métastases. Alors, vous avez un jeune de, mettons, 16 ans, 17 ans, qui est suivi depuis des années à l'hôpital. Il est drôlement plus mature que bien des gens qui ont le droit de vote, ça je peux vous garantir. Il est habitué aussi de travailler avec des adultes dans ses problèmes de santé. Imaginez un jeune de 17 ans et demi qui a des métastases, qui sait qu'il va mourir, qui demande l'aide médicale à mourir, et on lui dit non, il faut que tu attendes, mon Charles, attends encore 6 mois, souffrir, puis là, tu vas pouvoir avoir l'aide médicale à mourir parce que tu vas avoir 18 ans. Alors, il y a quelque chose de très incongru là-dedans. Et dans les journaux, il y a une dame du Lac-Saint-Jean, il y a quelques mois, qui a fait un témoignage extrêmement douloureux là-dessus. Son fils est décédé justement à 17 ans et demi d'un sarcome sans pouvoir avoir l'aide médicale à mourir. Et pourquoi est-ce que c'est important pour un jeune de même? Ben parce que il peut dire, ben écoutez, de toute façon, moi, je suis cuit, là, c'est fini pour moi, j'ai des métastases, mes médecins me l'ont dit, j'arriverai pas au mois de juin, mettons que ça serait aujourd'hui le 15 de mars. Mais là, moi, la semaine prochaine, avec tous mes chums de collège, là, je voudrais avoir un beau party chez nous, même à ma chambre d'hôpital. Puis je voudrais que le jour de mon aide médicale à mourir, j'ai 2-3 amis, puis que ma famille soit là. Et non pas attendre que je sois en agonie, en train de mourir, d'être inconscient, d'être en grande souffrance, d'avoir des médicaments qui vont faire que je ne serai plus capable de savoir qui je suis puis où je suis. Et donc, c'est ça l'aide médicale à mourir, c'est ça la beauté de l'aide médicale à mourir. Les problématiques de santé mentale, c'est actuellement discuté au fédéral. Il y a eu un rapport qui a été qui a été déposé le 15 février 2023, un rapport d'un groupe mixte, députés et sénateurs, qui ont étudié beaucoup de problématiques, dont les demandes médicales anticipées, dont les maladies mentales et dont les mineurs matures. Alors, le fédéral a déposé son rapport. Ils sont favorables à l'ouverture de l'aide médicale à mourir pour les patients qui ne souffrent que d'un problème de santé mentale. Ça, c'est important. Qui ne souffrent que de ça, entre guillemets, ça veut dire qu'ils n'ont que ça comme problème de santé. Mais avec des balises très strictes. Et là, on parle de décennies d'évolution de la maladie chez des gens qui sont suivis par des équipes multidisciplinaires depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Et ces gens-là, avec des critères très stricts, pourraient obtenir l'aide médicale à mourir. Mais ce n'est pas une loi pour le moment, c'est un rapport et on attend un projet de loi qui, espère-t-on, va arriver avant l'été, j'espère en tout cas, parce que si le gouvernement en change pour un gouvernement plus conservateur, c'est sûr que tout ça va prendre le bord, malheureusement. Le troisième point, ce sont les demandes médicales anticipées. Souvenez-vous, au début, je vous ai fait un avertissement. Ce ne sont pas les directives médicales anticipées, c'est les demandes médicales anticipées. Ça, c'est pour les patients qui se font donner un diagnostic d'Alzheimer ou toute autre pathologie neurodégénérative cognitive. Ces patients-là, ils ont du temps devant eux à partir du moment où ils ont le diagnostic.
Si vous vous faites donner un diagnostic en grade 2 ou grade 3, maintenant on ne parlera plus de grade dans peu de temps, on va parler de léger, modéré ou sévère, mais c'était plus facile à comprendre pour les stades. Tant que le patient est apte à comprendre ce qu'il demande, est apte à comprendre sa maladie et ce qui l'attend, ben, il va pouvoir faire une demande médicale anticipée. Voici, moi, aujourd'hui, Georges L'Espérance, je me suis fait donner un diagnostic de maladie d'Alzheimer. Je sais comment va évoluer ma maladie. Ce n'est pas moi qui va être, quand je serai plus conscient de mon état, ce n'est pas la personne que j'ai été toute ma vie. Je veux avoir l'aide médicale à mourir à ce moment-là, même si je ne suis plus apte à le demander à ce moment-là. C'est ça le gros point. Parce que pour le moment, pour obtenir une aide médicale à mourir, que vous ayez n'importe quelle pathologie, il faut qu'au moment où l'on fait l'injection, il faut que vous soyez apte à le dire. Alors moi, tous mes patients, tous mes collègues ont fait la même chose, sauf dans certains cas très particuliers, mais de façon générale. Alors, on installe les cathéters et tout, je parle avec le patient et là, je lui demande, est-ce que vous êtes toujours décidé? Et à 100% des cas, jusqu'à maintenant, en tout cas, ils m'ont toujours dit oui, absolument. Et là, on fait la première injection. Mais dans une demande médicale anticipée, bien sûr, le patient ne pourra plus dire s'il est conscient ou s'il n'a plus son aptitude. Il ne pourra plus dire qu'il veut l'aide médicale à mourir. Et il n'y aura plus non plus de souffrance existentielle parce que ce n'est plus du tout la même personne que c'était avant. C'est ça la grosse différence et c'est malheureusement ça que les législateurs ont un petit peu de difficulté à comprendre. Alors, les demandes anticipées, il y a un Collège des médecins du Québec a fait un sondage en 2021, en novembre 2021, en demandant à 1000 médecins, un peu plus de 1000 médecins, même chose pour la population, s'ils étaient favorables aux demandes anticipées. Les 2/3 des médecins, 64% sont favorables à la demande anticipée et la population est favorable à près de 80%. Et ce 80%-là, il augmente d'année en année pour la question d'Alzheimer. C'est vrai ici, c'est vrai en France, c'est vrai partout. La commission spéciale sur l'évolution de la loi concernant les soins de fin de vie a émis son rapport au Québec, toujours au Québec seulement, le 8 décembre 2021, avec deux exclusions, toutes les formes graves de déficience intellectuelle ou du trouble du spectre de l'autisme très grave, donc des patients qui n'ont pas leur aptitude à décider pour eux-mêmes. Là, on parle de formes graves de déficience intellectuelle. Hier, il y a un médecin qui m'a écrit « Ouais, mais qu'est-ce que tu fais de la trisomie? » Bien, la trisomie, il y a des patients qui vont avoir une grave déficience, mais beaucoup n'ont pas de déficience grave. Plusieurs sont même des acteurs maintenant et plusieurs ont une vie très correcte. Il y en a qui se marient. Donc, eux, ils sont parfaitement capables de donner leur consentement pour des soins, pour des traitements, comme ils sont capables de donner leur consentement pour l'aide médicale à mourir. Deuxièmement, les personnes victimes d'un traumatisme crânio-cérébral, traumatisme crânio-céphalique ou d'un accident vasculaire cérébral grave, ces patients-là qui n'ont pas fait leur directive médicale anticipée, ce dont on a parlé au tout début, et qui n'ont pas d'autres problèmes. Ils arrivent à l'hôpital inconscients, comateux. Ils peuvent pas obtenir l'aide médicale à mourir, même si la famille le demandait, parce que ce n'est pas eux qui ont demandé l'aide médicale à mourir. Vous avez vu dans la presse, ceux qui ont lu la presse d'aujourd'hui, il y a une infirmière qui rapporte le cas extrêmement douloureux de son mari qui avait un cancer. Et je crois savoir en lisant qu'il avait demandé l'aide médicale à mourir, mais je crois lire aussi qu'il n'avait pas complété son formulaire. Donc, il n'y avait rien qui pouvait dire que ce monsieur-là avait demandé l'aide médicale à mourir. Il a fait un accident vasculaire cérébral très grave qui l'a laissé plus ou moins inconscient. Je ne connais pas les détails, mais a priori, s'il n'a pas signé sa formule, s'il n'avait pas été évalué, même brièvement, même au téléphone ou même sur dossier, et s'il est arrivé à l'hôpital comateux de façon importante, sans être capable d'avoir son aptitude, bien malheureusement, il n'était pas admissible à l'aide médicale à mourir. Le grand principe de l'aide médicale à mourir, c'est que c'est le patient qui demande l'aide médicale à mourir. Ce n'est pas la famille, ce n'est pas Pierre-Jean-Jacques, c'est le patient qui demande l'aide médicale à mourir. C'est le principe de base et c'est ça qu'il faut comprendre. Il nous reste donc pour les demandes anticipées, les personnes atteintes d'un trouble neurocognitif, Alzheimer. Pourquoi? Parce que ces personnes-là n'ont pas toujours été inaptes à consentir à des soins. Si vous prenez quelqu'un d'entre vous ou de votre famille qui vient de se faire donner un diagnostic d'Alzheimer ou autre, Parkinson ou autre, maladie à corps de Lewy, etc.,
Bien, ces patients-là sont actuellement aptes à consentir à des soins. Ils ont la capacité de donner à l'avance un consentement libre et éclairé, ou encore de refuser à l'avance des soins. Oups, excusez-moi. Mais l'important, le point le plus important, et on s'entend tous là-dessus, là, médecins comme législateurs, faut que le patient ait un diagnostic. On peut pas faire une demande médicale anticipée au cas où j'aurais un Alzheimer. Et il y a des gens qui nous le demandent parce que dans leur famille, il y a eu de l'Alzheimer, par exemple père ou mère, ou frère ou sœur. Et donc, le patient n'a pas d'Alzheimer, lui, il n'y a pas de diagnostic. Il ne peut pas demander par avance une demande anticipée au cas où il y aurait l'Alzheimer. Il faut avoir un diagnostic et il faut que ce soit le patient qui le demande. Alors, quelles sont les recommandations de la commission transpartisane qui a été faite en novembre 2021? Et je vous le dis tout de suite, cela a donné le projet de loi 38 qui a été déposé en mai 2022, souvenez-vous, par le ministre Dubé, mais l'Assemblée nationale a été dissoute pour les élections de l'automne 2022 et donc le projet de loi est tombé. La ministre Bélanger a repris le projet de loi 38. On avait déjà discuté en commission parlementaire. Il y a eu beaucoup de modifications qui ont été faites et c'est maintenant le projet de loi 11 dont vous avez entendu parler la semaine dernière dans les médias et qui est actuellement en étude en commission parlementaire. Les travaux ont débuté hier. Nous, à l'association, nous avons présenté hier, le Collège des médecins aussi, et donc il y a 5 ou 6 jours d'audition en commission parlementaire. Donc, les recommandations de la commission, c'est que la commission recommande qu'une personne majeure et apte, toujours les mêmes choses, puisse faire une demande anticipée à la suite de l'obtention d'un diagnostic de maladie grave et incurable. Recommandation 4, la commission recommande que la personne indique clairement les manifestations de son état de santé qui devraient donner ouverture à sa demande anticipée. Et je vais poursuivre tout de suite avec la recommandation 8. La commission recommande que la personne désigne sur le formulaire un tiers de confiance chargé de faire connaître sa demande anticipée. Qu'est-ce que ça veut dire, le tiers de confiance? Ça veut dire qu'une personne se fait donner un diagnostic d'Alzheimer. Très bien. La personne est encore apte. Très bien. Elle va décider elle-même, et ça, ce n'est pas du tout dans la loi. Certains voudraient voir ça dans la loi, mais ça ne peut faire partie que d'un guide de pratique ou de directive. On ne peut pas mettre ça dans une loi. Par exemple, moi, ma dignité puis mes valeurs de vie, c'est lorsque je ne serai plus capable de reconnaître mes enfants, il n'est pas question que je continue à vivre comme ça. Donc, je veux demander l'aide médicale à mourir lorsque je suis rendu à cette étape-là. Ça pourrait être, par exemple, mes valeurs de dignité, d'autonomie. Moi, si je ne suis plus capable d'aller à la toilette tout seul et de m'essuyer tout seul, il n'est pas question de continuer comme ça, etc., etc. Chaque personne doit être libre d'inscrire ce qu'elle veut comme limite pour sa propre dignité et sa propre autonomie. Ce n'est pas encore fait. Et ça ne pourra pas être dans une loi, parce qu'il faut que ce soit, parce que ça pourrait changer avec les années. Donc, ce que la loi peut dire, c'est qu'il va y avoir un tiers de confiance et que la personne va indiquer ses limites. Le tiers de confiance, c'est qui? Ça peut être une personne, on suggère que ce soit une personne plus jeune, bien sûr. Ça peut être un neveu, une nièce, ça peut être des enfants, ça peut être qui on voudra, mais c'est une personne qui a un lien de confiance très fort avec la personne qui s'est fait donner un diagnostic. Et ce tiers de confiance-là, c'est pas lui qui va dire bon, ben là, c'est le temps de lui donner l'aide médicale à mourir. Non, le tiers de confiance va avertir l'équipe traitante, l'équipe qui suit le patient. C'est bon, ben écoutez, moi, là, mon père, ma mère, mon oncle, ma tante est arrivé, selon les directives, les demandes la demande anticipée, est arrivée à l'étape qu'elle ne veut pas aller plus loin. Elle veut avoir l'aide médicale à mourir. Donc, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, regarder la situation? Et là, l'équipe soignante va regarder si effectivement le demandeur est arrivé à la condition qu'il avait décrite. Et si le demandeur est arrivé à cette condition-là, après quelques jours, quelques semaines d'évaluation, ben là, il pourra obtenir l'aide médicale à mourir. Donc, vous voyez, la beauté de la chose, c'est que le fardeau de la décision va être partagé sur 2 épaules. Les épaules du tiers de confiance, mais c'est pas lui qui va dire « allez-y », les épaules de l'équipe soignante qui ne sera pas obligé d'évaluer un patient à chaque mois en disant « est-ce qu'il est vraiment arrivé à l'étape où il disait qu'il était arrivé ?» Non, ça va être partagé sur 2 épaules. Et moi, je trouve ça très, très bien. Le projet de loi 11, donc déposé le 14 février 2023, qui est actuellement en discussion, en résumé, nous demandons tous, et ça, tout le monde est d'accord, j'espère que ça va se faire rapidement pour être équivalent avec le Canada, les infirmières praticiennes spécialisées, les IPS. Deuxièmement, enlever le critère de fin de vie. On en a parlé, le critère de fin de vie, il n'est plus opérationnel depuis février
depuis le mois de mars, 2020, suite au jugement Gladu-Truchon. Or, il est encore dans la loi. Demandez-moi pas pourquoi, c'est pas moi qui est fonctionnaire. On m'a déjà répondu que c'était très compliqué de modifier une loi. J'en doute beaucoup. La ministre de la Justice à l'époque, qui était Mme Sonia Lebel, a dit le critère de fin de vie n'est plus opérationnel, mais il est encore dans la loi. Donc, la loi 11 dit on va l'enlever. Ce n'est que logique. Excusez-moi. Je vais prendre un petit verre d'eau. La loi 11, on demande, dans le projet de loi 11, il y a une demande d'ajouter le mot handicap aux critères de maladie. Souvenez-vous, dans les critères de la loi du Québec, il fallait être en fin de vie et il fallait avoir une maladie. La Cour suprême a dit maladie, handicap ou affection. Le fédéral a repris exactement les mêmes termes. Et nous, le Collège des médecins, a indiqué à tous les médecins en mai 2021 que si les médecins au Québec suivaient la loi, le code criminel, la loi fédérale, donc en évaluant des patients qui avaient, selon le Québec, seulement un handicap, ou seulement, fait qui n'avaient un gros handicap, ben ces patients-là, les médecins n'auraient aucun problème. Et nous avons tous, comme médecins prestataires, évalué des patients avec des handicaps sévères et procédé à l'aide médicale à mourir. Donc, ce qu'on demande là aussi, c'est l'harmonisation avec le fédéral. Madame Yvon et d'autres disent que ça n'a jamais été discuté au Québec. C'est pas vrai. Ça n'a pas été discuté comme tel au tout début parce que il y avait la question que c'était dans les soins de santé. On parlait seulement de maladie, mais ça a été discuté amplement par la juge Baudouin en cour supérieure. Toute la population est en accord avec ça. Et donc, il n'y a pas de problème. Et tout handicap, comme je l'ai dit dans mon mémoire, tout handicap, quel qu'il soit, d'un point de vue médical, tout handicap vient d'une maladie. Même si la maladie est légère. Pensez juste, par exemple, à la COVID. La COVID, pour certaines personnes, ça n'a rien donné. Pour d'autres personnes, ça a donné une grippe avec 3-4 jours où la personne ne se sent pas bien, était un peu handicapée, un petit handicap léger. Le patient ne pouvait pas aller travailler. Bon, c'est tout. Il y a des patients qui ont gardé une COVID longue. C'est un handicap qui est rendu sévère maintenant. C'est une COVID longue. Puis le handicap peut être léger, modéré, il peut être transitoire ou permanent. Si vous avez une grippe, vous le savez, hein, les femmes, c'est toujours assez léger, une grippe, mais si vous avez une grippe d'homme, ça, c'est du sérieux, par exemple. Donc, c'est la différence d'handicap, c'est ça. Tout handicap vient d'une maladie et toute maladie donne un handicap. Les mineurs matures, j'en ai dit un petit mot. Pour la plupart d'entre nous, ce serait très simple, mais il y a une certaine incompréhension des décideurs, puis les opposants, ils ont peur qu'un mineur de 6 ans qui demande l'aide médicale à mourir va avoir l'aide médicale à mourir. Ben non, il y a des balises très strictes qui peuvent être mises en place, et encore une fois, fort heureusement, pour les mineurs matures, ça touche très, très, très peu de mineurs, heureusement, parce que les maladies dont ils souffrent, c'est des saloperies, c'est des cancers, c'est des amputations, etc. Donc, ça pose pas trop de problèmes. La santé mentale, le Québec n'est pas allé dans ce sens-là. Le fédéral travaille sur cet aspect-là. On l'a vu tout à l'heure. Si le fédéral fait un projet de loi et qu'il accepte la santé mentale avec des balises très strictes, ben là, au Québec, on va encore être coincé avec des patients qui, dans le reste du Canada, peuvent obtenir l'aide médicale à mourir s'ils ont uniquement un problème de santé mentale comme seul problème de santé. Puis au Québec, on ne l'aura pas. On a encore des belles batailles juridiques en face de nous. Juste un petit mot là-dessus pendant que j'y pense. Un patient qui actuellement a une problématique de santé mentale, mais qui a aussi un problème de santé grave et incurable, par exemple un cancer, même si le patient est schizophrène, même si le patient a un trouble bipolaire, etc., tant qu'il n'est pas en psychose, tant qu'il peut être apte à décider pour lui-même, il peut obtenir l'aide médicale à mourir. Parce que s'il y a une problématique de santé mentale sérieuse, mettons, une problématique sérieuse, ben, on va demander l'avis d'un collègue qui est habitué à ça ou même d'un psychiatre. Et le psychiatre, puis ça nous est tous arrivé, j'ai des patients comme ça, le psychiatre nous dit oui, le patient est tout à fait apte à décider pour lui. Et bon, si le patient, pauvre lui, a un cancer ou autre chose, ben, il va pouvoir obtenir son aide médicale à mourir. Les demandes anticipées, j'en ai glissé un petit mot, ça fait partie du projet de loi 11. En résumé, pour terminer, où est-ce que j'en suis? Parce que 2 heures, 1 heure, l'aide médicale à mourir est un soin légitime, légal, moral, éthique et compassionnel. L'aide médicale à mourir n'enlève absolument rien à l'immense majorité des patients qui veulent aller jusqu'au bout de leur passage terrestre. Et moi, quand on me dit, ben écoutez, là, on s'enligne pour du 7% de patients qui ont l'aide médicale à mourir au Québec,
Ma réponse, c'est « et alors? » Quand bien même il y en aurait 10, 15, 20 qu'est-ce que ça change si les patients ont décidé qu'ils ne veulent plus endurer leur souffrance, quelle qu'elle soit, jusqu'au bout de ce voyage-là? Non, le patient décide. Pourquoi? Deux principes, l'autonomie et la dignité. On revient toujours à la même chose. Pour ceux qui s'intéressent, vous pouvez aller sur notre site, aqdmd.org. Vous aurez toutes sortes de renseignements qui vous sont utiles, je l'espère. Et je vous remercie infiniment de votre attention avec cette image du coucher de soleil. Pour ceux qui s'intéressent, là, sur Internet, vous avez tout à fait accès à ça très facilement. Bien, M. Parent pourra certainement vous donner le lien. Vous allez sur Commission parlementaire. Encore une fois, merci à tous de vous être présentés. Dans les prochains jours, vous devriez aussi avoir une invitation pour notre prochaine conférence qui sera la dernière avant le début de l'année 2, où il y aura probablement un peu davantage de présentations en présentiel. Mais la prochaine sera sur le sujet de la curatelle publique. Donc, je pense que c'est quelque chose aussi qui sera intéressant. Donc, encore une fois, merci à tous. Merci, Dr. L'Espérance, de votre présence et votre implication. Et passez une excellente soirée à tous.